Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous allons faire un live sur les 8 circuits de conscience, donc la dernière partie qui est le huitième. Alors je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas André, vivant ici à Rio de Janeiro dans le temple bouddhiste en construction ici à Recreio dos Bandeirantes. Donc si vous voulez avoir plus de précisions sur les autres circuits de conscience, parce que là aujourd'hui c'est le huitième, il y en a 8 en tout, vous pouvez retourner sur les vidéos qui ont été faites précédemment. Donc qui je suis thérapeute ici dans le projet de construction d'un éco-village et de ce temple ici en Synarchie. Donc je suis lama au temple, dans le projet d'organisation de gérer le temple avec toute l'équipe de la Synarchie qui se forme ici depuis plus d'un an et demi. Donc ceux qui connaissent voilà tout cet ensemble, toutes ces aventures qu'on peut vivre depuis ces derniers mois pour la création de ce projet, de la manifestation de ce point de vue de la Jérusalem céleste, réellement qu'on est en train de vivre une forme d'alchimisation voilà, de cette création. Et aujourd'hui, je vais vous parler du circuit 8 de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est les circuits de conscience? C'est une étude qui a été faite par différents points de vue modernes. Donc, moi, j'ai étudié plus le côté de Timothy Leary, qui était un psychonaute des années 70 aux États-Unis, qui a eu des problèmes avec la DEA américaine, parce qu'il utilisait les drogues comme le LSD pour faire des explorations de la conscience, dans des méditations profondes, qui était professeur à la fac et qui faisait en parallèle toute cette expérience psychonaute à donner des formations avec les produits dits hallucinogènes comme le LSD ou les champignons hallucinogènes pour aller explorer la conscience et faire un travail de psychologie transpersonnelle avec cet outil-là. Et toute cette démarche de codifier d'une façon intellectuelle tous les états de conscience modifiés. Et il s'en révélait 8 principaux, donc 8 inférieurs et 8 supérieurs. Donc je vous ressors un schéma que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Donc ces 4 inférieurs et ces 4 supérieurs donnent un point de vue du monde de la réalité dit ordinaire du monde profane et de la réalité non ordinaire du monde de la mystique, du mystère. Donc on dirait un monde plus supraterrestre ou céleste dans une vision traditionnelle. Donc nous avons vu ces 8 circuits, je vous fais un récapitulatif, pardonnez-moi, des fois mon expression est pas correcte, mais voilà, j'apprends à faire des lives, à m'exprimer comme ça sur un large public. Et donc le circuit 1 représente la base génétique, donc cette base qu'on a à explorer dans le monde en arrivant sur Terre, donc c'est se nourrir, dormir, se reproduire, qui est, on va dire, la base de la vitalité. Donc bonjour Richard, bonjour Stéphie, bonjour Maria, ou bonsoir pour en face si vous êtes en France. Donc ce circuit 1, c'est la base, c'est la vitalité. C'est la vitalité pour avancer dans cette réalité qu'on verrait tridimensionnelle, une réalité matérielle. Et en tant que bouddhiste et professeur de yoga, on parle plus de cette base instinctive qu'on vit dans les chakras basiques. Donc la créativité, l'énergie vitale, qu'on voit dans la médecine chinoise, le dantian inférieur. Donc je reprends ces représentations de différentes codifications de différentes traditions. Et qui évolue après sur le circuit dit de politico-territorial. On évolue dans l'espace et le temps, donc au niveau politique, avec des règles sociales, et puis au niveau de la famille, comme ça on grandit, on explore avec le langage dans la famille. Et puis on va arriver dans un niveau plus codifié du plan mental, on appelle ça le circuit intellectuel, le 3e niveau, où on va apprendre les codes de lecture ou les règles de la vie pour avancer en grandissant. Souvent vers les 5-6 ans, on commence à se codifier, l'ego se forme, et à 7 ans, on évolue comme ça dans le monde familial et aussi du système. Puis ensuite, on va arriver dans le circuit 4, qui est un peu plus subtil. On dit socio-culturel et sexuel. Pourquoi ? C'est qu'on avance comme ça avec prenant plus conscience des règles sociales et que
Bon, tout est basé dans la communication sur la sphère un peu des énergies du désir et de la communication un peu sensuelle voilà, pour avoir des relations d'interaction avec les autres. Et puis, et jusqu'à la sexualité exprimée dans le couple, hein, qui va donner une reproduction d'un clone de soi-même. Donc c'est comme ça qu'on avance dans notre monde, et on se reproduit, et puis c'est la boucle qui est bouclée. Hein, et on monte à un circuit dit supérieur qui est ce circuit 5 par un grand saut. Hein, on passe du 4 là, et puis on passe au 5. Donc ce grand saut, qu'est-ce que c'est? Le grand saut, ça va être dans un orgasme, dans une relation sexuelle. On va vivre un état extatique, on appelle ça toucher le septième ciel, hein, dans une expression littérale, hein, d'image, je veux dire. Donc toucher le septième ciel, c'est comme ça monter dans les sphères plus célestes. Donc dans ce côté orgasme, hein, on va se reproduire et on va vivre une exploration, hein, on va dire, un petit peu paradisiaque dans l'orgasme. Et puis on redescend, on chute, hein, au circuit 1, comme ça. Et puis au circuit 1, du 5 au 1, hein, on va revivre ce côté instinctif, et puis on va s'occuper d'un enfant quand on devient parent. Et puis on est un peu dans voilà, ce circuit matériel de base. Donc le circuit terrestre. Et puis, quand on évolue comme ça dans sa vie, de la sensibilité des circuits dits plus supérieurs, le 5, hein, ce circuit d'orgasme, on peut voir avec des pratiques traditionnelles, hein, que ce grand saut il peut être bien vécu, et puis à force d'explorer ce circuit supérieur, il y a des pratiques qui se mettent en place dans les traditions. Donc dans les traditions, en tant que yogi, moi j'ai expérimenté les phases du yoga. Donc les yogis, qu'est-ce qu'ils vivent au travers le yoga, les postures, hein, ces 8 piliers, hein, du yoga traditionnel. On vit l'exploration d'un circuit dit énergétique. Donc ça, en médecine chinoise, hein, on a cette vision que le corps, il n'est pas que matériel, mais il est aussi immatériel. Donc dans la tradition, on parle de corps spirituel, et puis ce qui fait l'intermédiaire, c'est un corps énergétique. Donc ce corps énergétique, on peut le vivre, hein, dans une conscience de l'énergie qui se développe dans le corps, hein, qui est véhiculée par des méridiens subtils, et que y a toute la médecine chinoise ou la vision traditionnelle ayurvédique qui en parle, hein, dans ses codifications, ou même japonaise, hein, extrême orientale. Hein, on parle de différents points énergétiques dans le corps, et puis il y a une carte de lecture dans toutes les traditions où on parle de vaisseaux, hein, de liens, de nadis, dans la vision indienne, hein, ou de vaisseaux gouverneurs dans la vision chinoise. Donc, ce circuit énergétique s'explore d'une façon codifiée avec des enseignements. Moi, en tant que professeur de yoga, en tant que thérapeute, ou même des fois en tant que chaman, hein, qui va explorer ces circuits dits subtils on va dire dans un voyage transpersonnel, un peu dans le monde du rêve, hein, que ce soit par des plantes ou par des pratiques énergétiques pour entrer dans des états de conscience modifiés, on va rentrer en connexion avec une réalité dite non ordinaire. Donc qu'est-ce que c'est cette réalité non ordinaire? C'est une réalité dans laquelle on peut explorer ces circuits supérieurs et explorer le monde du rêve, mais aussi de la symbolique. Donc à la base, dans le circuit terrestre, on reste dans le symbolique dit primaire, hein, comme le circuit 3 intellectuel, la codification des codes de la route par exemple, avec des panneaux, hein, c'est des symboles. On s'y réfère pour avoir des règles et évoluer comme ça dans l'espace, pour pas se fracasser au feu rouge et au feu vert dans des carrefours, quoi. Donc on a des symboles de base comme ça qu'on apprend à l'école, dans différentes écoles, pour évoluer dans le monde matériel. Puis après, pour évoluer dans le monde dit plus spirituel, nous avons des codifications plus symboliques, dites ésotériques, ou exotériques dans des pratiques, hein, plus spirituelles, dites religieuses. Donc du circuit 5, on passe au circuit 6, on passe dans le symbolique un peu psychique, et là on construit un corps, on dit un corps de rêve, que ce soit conscient ou dans l'inconscient, et il va être plus guidé par une religion qui est dit le circuit 7. Donc cette religion, ça dépend de la culture, hein. Donc ça peut être une culture orientale, extrême-orientale ou occidentale, où on va voir cette codification du circuit de conscience mystico-religieux,
le circuit 7, dont je vous ai parlé le live précédent, que je vous ai fait il y a quelques jours. Et ce circuit 7, il y a des codes pour apprendre à évoluer avec des règles sociales, et on va monter comme ça en niveau de conscience avec les êtres humains, en respectant les bases on va dire, politico-territorial, avec les lois, je veux dire, que le roi impose dans une synarchie, ou que le système démocratique impose, avec de la justice. Et puis il y a une codification au niveau mystico-religieux, avec l'ésotérisme et l'exotérisme, qu'on va explorer à une dimension plus spirituelle. Donc, oui, bonsoir Bruno. Ce côté spirituel, mystico-religieux, cette conscience universelle qu'on peut explorer avec les pratiques, on va rentrer dans un état de conscience modifié. Cet état de conscience modifié, que ce soit par la prière, des religions, des pratiques que les moines, les prêtres nous enseignent. Moi, je suis lama bouddhiste, donc professeur de yoga, donc j'ai décidé d'être prêtre et moine à partir d'un certain moment où j'ai quitté un peu le monde matériel pour entrer en connexion avec le monde immatériel. Et j'ai vécu des problèmes de santé avant, dans mon expérience personnelle, qui m'ont fait rentrer dans ce monde dit de la réalité non ordinaire, par la maladie. Donc j'ai fait ce grand saut. Je ne l'ai pas vraiment voulu. Je le vivais souvent avec des drogues, c'est pour ça que je tombais gravement malade. Et j'ai décidé après de m'intéresser au circuit dit supérieur par les traditions, l'exotérisme et l'ésotérisme. Donc les circuits inférieurs, j'ai vécu un côté extrême par on va dire, des drogues, pour visiter un peu le circuit politico-territorial, lors des fêtes, lors des concerts, ou pour me libérer un peu de cette pression que je vivais dans l'armée, parce qu'avant j'étais mécanicien dans la marine nationale. Et puis le circuit intellectuel, on va dire, au bout d'un moment, je le comprenais pas très bien, j'avais pas fait des hautes études. Donc le comprenant pas très bien, j'ai voulu, on va dire, sortir de ce stress, de cette souffrance que je vivais au niveau émotionnel, me connaissant pas assez, comprenant pas certains circuits dits intellectuels. Puis je suis rentré directement dans le circuit dit supraconscient. Donc je parle de mon expérience personnelle parce que je sais que c'est toujours un référent qui permet. Il y a beaucoup de personnes en tant que thérapeute qui m'ont fait des retours comme ça, en me remerciant que c'était important, qui se reconnaissaient dans certains exemples que je pouvais donner, mon expérience personnelle. Donc il y a des points de vue comme ça que j'exposerai qui parleront à certains et puis qui parleront pas à d'autres, et que je parlerai intellectuellement, que ça parlera à certains et pas à d'autres. Donc ce circuit 7 mystico-religieux, il est vu dans le yoga traditionnel que on parle de circuit de conscience au travers 8 piliers fondamentaux. Ces 8 piliers fondamentaux vont permettre de se libérer d'une conscience dite matérielle. Donc il y a les piliers de base, les deux, qu'on appelle les yamas et les niyamas, qui sont des piliers de base qui nous permettent, comme la religion, d'avoir conscience de cette réalité, des lois qu'on doit vivre dans ce monde matériel pour être respecté. Et, excusez-moi, j'ai juste... il y a un chien qui ne devrait pas être là. Si tu vas à côté, on va la faire ici. Voilà, il y a des chiens qui se baladent dans cette maison, mais il ne faut pas qu'ils se voient entre eux. Donc j'en étais au circuit 7, je suis désolé. Donc le circuit 7, ce côté mystico-religieux, je vous en parlais dans le yoga traditionnel, il y a les niyamas et les namas. C'est des règles qui permettent d'évoluer en fait dans le monde matériel, mais aussi spirituel, qui doivent être respectées. À quoi sert une religion ? C'est une forme d'alchimie. Moi je suis passionné par l'alchimie, je vous en parle depuis un moment, cette alchimie qui est vécue dans les laboratoires, par des alchimistes traditionnels
qu'on voit dans les alchimistes contemporains. J'ai vu un enseignement d'un alchimiste contemporain qui s'appelle Patrick Berestenas, un initié, donc qui m'a donné dans cet enseignement certaines clés pour comprendre pourquoi des traditions, pourquoi des religions. Ça m'a permis d'avoir une science en conscience. Comme disait Rabelais, science en conscience n'est que ruine de l'âme. Ce qu'on vit actuellement au travers de la science matérialiste cartésienne, depuis Descartes, il y a une scission entre le spirituel et le matériel. Dans les laboratoires, par les scientifiques, nous avons une codification de cette science matérielle avec un prise de lecture qui est très, très matérialiste, très atomique. Donc, comme le tableau de Mendeleïev, qui permet d'avoir une décomposition de ce côté du tableau, voilà, des molécules, manque un peu de spiritualité, de poésie. Donc ce monde de la poésie, c'est tout le monde traditionnel de l'alchimie. On le découvre une forme de côté chaleur de cœur qui permet de se libérer d'un monde froid, matérialiste. Excusez-moi, si tu cherches ta chaîne, elle est chez Dominique. Non, elle est partie. Non, mais je l'ai mise chez Dominique. Voilà. Parce qu'elle était là, elle me coupait pendant... Ouais, parce qu'avec le chien, ça va pas. Excusez-moi. Voilà. Donc, je parlais de ce circuit 7. Ça me coupe, mais je vais retrouver mes mots. Ce circuit 7, avec ce côté scientifique cartésien, il y a un côté froid qui est écrasant pour le cœur de l'être humain, qui manque de philosophie, qui manque de lumière de Dieu. Cette lumière de Dieu, on en parle dans l'alchimie. Qu'est-ce que ça veut dire alchimie ? D'où vient le terme déjà ? Il vient de la terre des Kémites. Qu'est-ce que c'est la terre des Kémites ? C'était l'Égypte antique. La terre de Khem, dont il y a le mot alchimie qui est sorti, qui était le mot alchémia. Alchémia vient quand on décompose le mot, l'étymologie, c'est al, le très grand, le très haut, et kémia, la terre des Kémites. Donc l'alchimie, c'est la chimie de Dieu, qui vient de la terre des Égyptiens, de l'Égypte antique, qui a été étudiée dans un temple des mystères par les moines, par les prêtres, et qui a été utilisée pour rendre la société meilleure au travers des codifications traditionnelles où le pharaon et tout le sacerdoce organisaient la synarchie. Donc c'était un âge d'or. On est sorti de cet âge d'or, c'est cyclique, il y a des civilisations qui sont vues de ce point de vue dans une cyclicité. Platon en parle bien dans République de Platon, donc dans Le Banquet. Pascal, sur cette chaîne, vous en parle bien aussi sur ses autres chaînes depuis plusieurs mois, plus d'1 an et demi. Et cette codification que les prêtres et les moines employés à utiliser, cette alchimie dans les temples, permettent de guider la société à transmuter la conscience d'une humanité qui est comme un corps spirituel. Le peuple, l'humanité est vue comme en fait un corps uni, et il y a la tête, il y a les bras, il y a les jambes, mais ça c'est une représentation qu'on retrouve en Inde, qu'il y a les 4 castes, avec l'empereur qui dirige ces 4 castes et qui est la tête du corps de l'humanité, qui est une représentation matérielle du corps cosmique. Ce corps cosmique, dans la tradition de la Bhagavad Gita, on parle de Krishna. Krishna serait ce corps cosmique qui viendrait descendre sur Terre, à se manifester à certains moments, c'est le point de vue de la Bhagavad Gita, pour parler à Arjuna dans l'histoire de la Bhagavad Gita traditionnelle qu'on voit en Inde. Donc cette société synarchique est organisée par la caste du sacerdoce et organisée sur des points de vue de science dits en conscience, des codifications de la gnose qui permettent de diriger avec les lois harmoniques du cosmos, de l'univers, sur Terre, dans la nature, en lien avec le système stellaire, en lien avec, on parle de la spirale de la galaxie, qui a donné le terme spiritus, spirituel. Donc les prêtres qui ont travaillé dans le côté mystico-religieux ont vu au bout d'un moment qu'il y avait un domaine du mystère qui était inexplicable, qui allait au-delà de la religion. Ce domaine de l'explicable, on parle de dimensions très, très subtiles,
Hein, on parle du monde de mystère. Le monde du mystère n'est pas forcément explicable au domaine du monde profane, car c'est des initiés de haute initiation qui appartiennent à certaines transformations de leur être, sont dans une capacité de comprendre une codification, mais ne l'exprimeraient pas forcément à l'extérieur du temple, car ce serait, comme dirait dans la Bible Jésus, ce serait jeter des perles au pourceau. Donc qu'est-ce que ça veut dire jeter des perles au pourceau? C'est donner des informations lumineuses telles des trésors à des personnes qui ne sauront pas quoi en faire et qu'au final se serviraient de livres sacrés pour faire des cale-tables, des cale-meubles. C'est voilà ce qui arrive manifestement quand il y a un manque de respect dans la tradition, quand elle n'est pas compris. Hein, la Bible sert de cale-meuble, ou le Coran, ou la Torah, voilà, sert de pas forcément pour faire évoluer la conscience de l'être humain, mais plutôt sert de, comme a fait malheureusement Hitler, d'allume-feu. Hein, l'autodafé qui s'est passé à son époque, c'était, il fallait qu'une seule vision, c'était Mein Kampf, et toutes les autres étaient mauvaises, quoi. Donc ça, c'est le plus haut tyrannisme, hein, le plus haut totalitarisme. C'est à notre époque, on arrive à cette époque, hein, on y revient. En fait, on y est entré à cette époque, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et on a fait une espèce de transfert comme ça du monde du nazisme avec la science sans conscience. Donc cette science sans conscience, hein, on en parle bien dans cette vision un peu de recherche. Comment elle a arrivé? Elle est arrivée après la Seconde Guerre mondiale avec on appelle ça à un moment c'était l'opération Paperclip. Tous les scientifiques nazis ont été ramenés aux États-Unis. Puis il y a eu beaucoup de loges pas très claires qui ont été à inonder le système scientifique. Et ça a donné toute cette science avec la NASA, hein, les nazis. Donc ça, c'est des personnes qui font des recherches, des chercheurs de vérité, vous en parleront bien. Là n'est pas le sujet, je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais c'est pour dire que la tradition, elle est dénaturée avec des sciences sans conscience. Et c'est toute cette science froide, hein, qui est là à analyser les choses. Et dans le terme analyse, on entend ana qui est lumière, mais aussi lise destruction. Et dans l'analyse sans conscience, cette froide science qui n'a pas de cœur, elle détruit la conscience de la tradition. Donc cette science sans conscience qui détruit la tradition, elle manque de chaleur, quoi, chaleur poétique. Et ça, dans l'alchimie traditionnelle, on utilise tout le symbolique, hein, la chaleur du symbole, pour aller éveiller la conscience. Et on voit dans le yoga traditionnel les plus hauts piliers qu'on appelle le 8e pilier de l'Ashtanga Yoga, hein, qui est le Samadhi, qui veut dire la libération, jusqu'au Samadhi, qui est le Mahasamadhi, qui est la grande libération. Et c'est la libération du circuit terrestre. Donc on a d'autres piliers qui c'est le retrait des sens, hein, avec la méditation, et puis jusqu'à des exercices de visualisation, de concentration mentale pour arriver à la méditation, d'arriver dans des espaces intemporels, hein, plus du hors-temps. Et dans cet espace intemporel, hein, où on retourne à l'unité, on peut vivre des états extatiques de la conscience qu'on appelle le samadhi, qui est l'état de libération. Donc il y a un très bon documentaire, hein, qui est fait sur YouTube, hein, qui s'appelle Samadhi. Je vous conseille de le voir. Hein. Hein, je vais écrire sur le live. Alors, juste une seconde. Parce que là, j'ai un trou de mémoire. Samadhi. Ok. Ok, Samadhi. Ce documentaire exprime bien qu'est-ce que c'est le samadhi.
Je vous ferai sûrement plusieurs vidéos, plusieurs modules, plusieurs capsules sur le sujet. Parce que je peux en parler très longtemps, c'est toute la tradition de l'Ashtanga Yoga. Moi, j'ai eu mes enseignements par la lignée de Krishnamacharya, de l'Ashtanga par le côté Patabi Joyce. J'ai eu un enseignant français qui a les enseignements directement par Patabi Joyce, qui Patabi Joyce les a eu par Krishnamacharya. Donc je fais partie de cette lignée traditionnelle. En plus d'être lama bouddhiste de la folle sagesse, ici sur le temple. Donc le samadhi, on en parle de cet état de libération de la conscience, pour entrer, on va dire, hors du temps, à se libérer de la matérialité qu'on pourrait voir comme dans le film, je prends cet exemple de film qui est Matrix, c'est-à-dire sortir de la matrice. De cette matrice matérielle qu'on peut voir au travers l'astrologie, qu'on a des cycles planétaires comme ça qui nous maintiennent dans une matrice de vision de réalité, et qu'on peut aller au-delà de la matrice, c'est se libérer de cette matrice matérielle avec les influences planétaires. Donc c'est le but des pharaons, des yogis, des chamans, c'est d'aller au-delà de cette matrice matérielle, codifiée, avec des énergies subtiles qui nous retiennent sur cette terre, et de se libérer du circuit de conscience matériel, des circuits de conscience supérieurs, immatériels, pour rentrer dans le circuit 8. Donc là, je vais commencer à vous parler du circuit 8 de conscience. Qu'est-ce que c'est le circuit 8 de conscience ? Cet espace créateur de la création et aussi du circuit de conscience transmutatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un circuit de perception, de compréhension et d'action. Donc on se comprend soi-même au travers ce circuit 8, en vivant des états de conscience modifiés profonds qui est hors du temps, où on va se voir aller dans la réalité. Donc c'est comme s'il y avait un observateur qui observait déjà ce corps humain, cette présence. On est là, on s'observe respirer, on s'observe rêver, et c'est comme s'il y avait encore un observateur qui observait l'observateur. Et là, c'est le circuit dit supérieur du samadhi. C'est comme si on s'observait s'observant. C'est là qu'on rentre dans le domaine du mystère qui va au-delà de la mort. Il y a des consciences de mort imminente, de NDE, où on peut se voir au-dessus de son corps, et c'est rentrer même dans un état de conscience qui va au-delà. Donc on appelle se dépasser du cadre du monde profane, matériel et spirituel. Parce qu'il y a cette vision spirituelle, on dit de l'astral, on se voit au-dessus de son corps, mais on peut aussi encore avoir une vision qui va au-delà. Et cette vision au-delà, c'est une vision un peu extraterrestre, au-delà du connu et du monde dualiste religieux. C'est de rentrer dans un circuit dit créateur. Et ce pouvoir créateur, qu'on dirait dans ce domaine du bouddhisme transcendant, c'est rentrer dans la connexion en tant que bodhisattva, de revenir sur Terre et d'avoir la capacité de créer la réalité autour de nous et de modifier cette structure de réalité. Qui c'est le bodhisattva ? C'est un Bouddha qui a la possibilité de quitter ce monde matériel ou d'y revenir pour aider les humains à l'éveil de la conscience, à s'éveiller et à sortir de ce monde matériel. Donc ce sens de l'humour cosmique, spirituellement incorrect, de voir qu'on peut créer notre réalité, que nous sommes créateurs de notre propre réalité. C'est comme si on projetait notre réalité de notre intérieur à l'extérieur et qu'on avance dans un tunnel comme ça où le noir s'efface derrière, où avec notre lumière personnelle, on projette la réalité devant nous et qu'elle se crée au fur et à mesure qu'on avance dans le tunnel. Donc c'est une vision de physique quantique, que nous sommes en projection de notre réalité et qu'on avance dedans, avec différentes personnes autour de nous qui projettent aussi leur réalité, tout en ayant un créateur cosmique qui organise tout cela. Donc je vous parlais de Krishna, ce créateur cosmique de la vision de l'Inde. Bon, j'en parle parce que je suis empreint de cette vision, comme la Dvaita, ce retour à l'unité dans la vision indienne. Et puis dans différentes visions de la gnose, les gnostiques français, à l'époque des Cathares et des Albigeois, il y avait cette vision aussi on appelle de démiurge. Donc c'est un mélange subtil et savoureux, ce côté de créateur. C'est assez paradoxal, voire incompréhensible, de ce monde du mystère. C'est pour ça qu'on l'appelle l'innommable.
On n'appelle pas forcément Dieu, mais on appellerait l'inoma parce qu'il n'y a pas de nom à donner de ce côté mystérieux. Et c'est le côté transcendant. Ce côté transcendant, il est inexplicable. Parce qu'il n'y a pas de mots. Ça va au-delà du verbe, ça va au-delà du temporel. C'est le domaine de la création à l'état pur. Donc cet état création à l'état pur, hein, c'est des fois vu dans une façon non explicable. C'est un enfant pourrait le vivre dans ce domaine comme un être qui vit à un état d'extase à n'importe quel moment de sa vie, mais qui a du mal à le garder sur Terre parce que cette vie sur Terre est totalement dualiste. Donc on vit tout ce côté extatique, transcendant, hein, dans sa vie à un moment de fraction de seconde. Mais très peu arrivent à le condenser, à le manifester réellement dans sa vie de tous les jours, dans des états, on va dire, hors du temps, dans le temporel. Et il y a des pratiques mystiques qui peuvent le permettre de le vivre, dans le yoga traditionnel, dans aussi la vision taoïste, hein, dans les temples, dans la vision ésotérique de la gnose, il est possible de les vivre. Et ce cercle 8, ça représente un peu toute cette eschatologie des mystères de la mort. Hein, il y a le livre des morts, le Bardo Thodol dans le Tibet. Il y a le livre des morts à l'époque de l'Égypte antique. Hein, vous pouvez vous renseigner sur ses écrits et vous imprégner de ses lectures et rentrer dans des traditions gnostiques et aussi de pratiques pour venir le transcender votre réalité. De voir que l'âme transite, hein, par ce côté de la mort du corps et revient dans un flux de conscience à revenir tant qu'elle n'a pas trouvé un chemin d'éveil à se libérer totalement. Ah, bonjour Franck, je venais justement d'écouter un de tes lives. Intéressant que tu viens de ce soir. Oui, je viens d'un enseignement d'un livre de Laurent Gueli. Par contre, je pourrais pas débattre aujourd'hui, ou alors je vais devoir décaler un rendez-vous. Je vais devoir appeler une personne, la prévenir. Si tu veux rentrer sur le live, il est en StreamYard, tu pourras monter sur le live après. Je vais finir mon exposé, ça peut t'intéresser. Moi, en tant que yogi, et toi en tant que qui a écrit ton livre, Epignosis, c'est très intéressant parce que j'ai écouté Guillaume de La Voix du Phénix, et c'est pour ça que je commençais à écouter ton live juste avant de faire celui-là. Donc voilà, je vais finir l'exposé et puis on viendra en parler si tu veux. Et quantique non local n'est pas une création de réalité, c'est une connexion avec le tout. Voilà, c'est un peu ça que donc j'exprime. Donc je vais continuer mon exposé et puis on viendra en débattre si tu veux après. Donc ce côté au-delà du temps et de l'espace, hein, qu'on étudie dans la conscience de méditation transcendantale, j'ai eu des enseignements dans le yoga traditionnel qui vient de Maharishi Yogi, au travers un enseignant spirituel soufi qui s'appelle Dr Aziz Al-Amrani Jouté, où j'ai commencé. D'accord, Guillaume est avec nous. Ok, j'avais même pas fait gaffe. Euh, Salut Guillaume, j'avais pas vu que t'étais là. Ah, t'es peut-être avec Franck en ce moment. D'accord, ok. C'est. Du coup, j'en ai perdu le fil. Ouais, je veux parler de la méditation transcendantale. Hein, je suis un peu dans le côté hors du temps. Euh, je vais éviter de regarder les commentaires parce que ça me coupe dans l'élan. Je regarderai après vos questions. Donc, cette image, en fait, de l'activité, hein, de ce côté d'espace et du temps dans lequel on peut sortir dans la conscience de la méditation transcendantale, on rentre dans un domaine qui va hors du temps de la matérialité. Ce domaine hors du temps de la matérialité, ça peut faire rentrer en confusion des personnes qui sont bloquées dans le monde matériel. Donc on peut être vu comme des mystiques, des fous de Dieu, en n'étant plus du tout dans le temporel, mais en étant hors du temps. C'est pour ça que 10 minutes peut être vécu comme une heure, ou une heure peut être vécue comme 10 minutes. Hein. Il n'y a plus de notion d'espace et du temps. Et il y a ce positionnement d'être dans cet espace hors du temps, de créer, de projeter avec des intentions dans sa réalité matérielle, une réalité
qui viendra se manifester si c'est en accord avec les lois divines. Et si c'est en accord avec tous les autres qui vivent leur potentiel de réalité dans notre espace tridimensionnel sur Terre, dans ce monde dualiste. Donc, ce circuit 8 est en lien avec le circuit 4, le circuit dissociosexuel, et c'est pour ça que dans la tradition je vous parlais de ce côté sexualité maîtrisée dans le tantrisme traditionnel, où on va entrer dans des états de conscience modifiés dans le couple tantrique, à vivre ce côté hors du temps, de l'extase mystique, spirituelle, et des fois à manifester, au-delà d'un enfant, de manifester un corps spirituel qui va permettre comme un vaisseau, de se balader dans la réalité de tous les jours, en manifestant dans la réalité physique des choses extraordinaires. Donc c'est là que l'alchimiste traditionnel, dans son laboratoire, il défie les lois de la nature et manifeste des lois cosmiques qui dépassent d'ailleurs des lois cosmiques, et qui peut transmuter des métaux du plomb jusqu'à l'or sans passer par un cyclotron comme le CERN de la Suisse. Et ce que les scientifiques ne comprennent pas. C'est parce que dans des bulles de non-causalité, on peut modifier les structures de l'espace et du temps. Et c'est ce que font les mystiques dans des pratiques pour entrer hors du temps, à défier les lois de la nature, et qui après vont accueillir un potentiel de spiritualité en eux-mêmes et redistribuer ensuite on va dire au monde profane, dans le monde matériel, des circuits inférieurs. C'est pour ça que la case du sacerdoce, ils sont hors du monde matériel, dans le temple, pour accumuler un potentiel spirituel et le redistribuer comme ça dans le monde temporel. C'est pour ça que normalement, tout le monde n'est pas prêtre. Tout le monde, on va dire l'ésotérisme, l'exotérisme, pratiqué à un haut niveau, n'est pas ouvert au monde profane. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des énergies très puissantes et subtiles, comme des métamachines, qui sont utilisées dans le temple, normalement dans le centre du temple. Ça, il y a différents écrits, on va dire, subtils qui en parlent. Je parle par exemple à Initiation je sais plus son nom, elle en parle, ça, ce côté de métamachines dans le temple, où les prêtres ont des machines quantiques qui ne sont pas fabriquées avec des métaux normaux ou des cristaux normaux, mais des cristaux alchimiques et des métaux alchimiques, qui donnent des puissances phénoménales qui ne doivent pas être mis entre les mains de tout le monde. Il y a des films de science-fiction qui montrent bien qu'il y a des technologies quantiques qui ont détruit l'existence peut-être d'autres civilisations. Donc après c'est de la spéculation. Moi je ne sais pas, ce serait que comme ça des visions qu'on pourrait avoir dans des films ou des écrits de science-fiction. Pourquoi pas ? Ça a pu arriver. On a peut-être détruit notre civilisation qu'on est en train de détruire actuellement avec des civilisations. Oui, le Mercure, Richard, c'est vrai que le Mercure, quand il est mal dirigé, cette vision alchimique, c'est la science, c'est la conscience, et ça peut dissoudre. Le Mercure dissout, comme il peut être rassemblant, faire évoluer. Le Mercure philosophal, et pas le Mercure matériel. Et c'est des discussions d'alchimistes là. Il y en a, ils vont être perdus. Donc ce circuit 4, c'est le côté matériel. Donc quand il est mal maîtrisé, ça va être le côté matériel qui va être bloqué en boucle. Mais quand il est maîtrisé, on peut rentrer dans le domaine dit spirituel. Donc le côté tantrique maîtrisé va faire rentrer dans ce côté hors du temps. Et de là, en étant hors du temps, on va commander le circuit matériel avec des intentions qui peuvent être mises hors du temps. Donc on rentre en collaboration avec le circuit dit 7, mais aussi créateur, ce qu'on va créer notre réalité. Donc on va projeter notre réalité en étant en collaboration avec le divin. C'est pour ça qu'il y a des mystiques qui peuvent écrire des tables comme Moïse, d'écrire des tables de loi que Dieu lui a confiées, Moshe, ou que d'autres mystiques à d'autres époques. Moi je pense en tant que les Yoga Sutras de Patanjali en Inde ont été écrits par l'écoute des conseils de la divinité Adishesha. Qui est Adishesha ? C'est le serpent blanc.
Le serpent blanc, ben, quand on retrace des écrits de différentes civilisations, on voit que, par exemple, euh, c'était Enlil et Enki à l'époque de Sumer et Babylone, hein, qui étaient vus comme des divinités, se battaient et venaient peut-être pas forcément de la Terre. Et il y a différents écrits comme ça de différents textes mystiques, sacrés, qui disent qu'il y a des peuples des étoiles qui étaient vus peut-être d'une façon un peu plus reptilienne. Donc quand moi je pense à Dishesha, le serpent blanc, que c'était peut-être pas forcément un être humain, peut-être une divinité sur un autre plan, un plan cosmique, hein. Et bon, il y a différents voilà, écrits sacrés ou même des films de science-fiction qui en parleraient. Donc tout ça, c'est rentre dans le domaine du sacré, mais aussi de la spéculation. Je vais pas venir étaler. Oui, on parle des Anunnaki, Richard. Je vais pas venir en parler maintenant, mais c'est vrai que ce circuit dit créateur, il rentre dans un domaine mystique, initiatique, qui n'est pas dans la compréhension de tout le monde. On va là du monde profane. Donc là, cette chaîne, je veux dire, on donne des informations liées au temple, parce que nous sommes à une époque, apparemment, où on doit ouvrir les vannes au niveau des informations sacrées, parce qu'il y a autant carte sur table du côté de l'antéchrist que le côté du sacerdoce doit tout donner face à la force de dissolution, bah, donner toutes les informations des forces de coagulation, en fait, hein, de se rassembler. Le symbole, le symbolisme. Donc c'est pour ça que ces 8 circuits de conscience, à notre époque, je pense que cette étude, elle est très porteuse. C'est pour ça que moi je suis venu en parler, ça faisait des années que j'avais lu le livre, hein, ça faisait peut-être 3 ou 4 ans. Et puis c'est revenu comme ça dans mes études en tant que bouddhiste et dans mes pratiques, hein, que je me suis dit, j'en ai parlé à Pascal, je fais tiens, ça peut être intéressant voilà, d'en parler, quoi. Et puis Pascal était totalement en accord, et c'est là que j'ai commencé à en parler il y a quelques mois sur la chaîne. Donc excusez-moi, il faut que j'envoie un message à la personne, parce que j'ai rendez-vous à 4 heures normalement. Donc ça permettra de faire un live voilà, plus long et faire un échange. Ce sera très intéressant, je pense, avec toi, Richard, hein, sur venir en débattre. J'adore parler, je blablate, et autant blablater sur un côté très philosophique, ça va permettre d'agrémenter. Parce qu'on a sûrement des choses à échanger par expérience personnelle. J'ai pas écrit de livre, mais je serais très heureux d'en écrire un. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Pour l'instant, j'ai beaucoup d'accompagnement à vivre, et le temple qui va bientôt ouvrir à gérer la structure. Donc, je vous parle et en même temps, j'écris un message. Ah, d'accord, Pascal te connaît. Ok. Euh, ok. Alors, je coupe juste le son. Voilà, excusez-moi, voilà, je suis revenu avec vous. C'était un rendez-vous qui va se décaler. Voilà. Euh, donc ce que je disais, je ne pourrais pas monter sur le live. D'accord.
Ok, on pourra en discuter, Franck. Euh, je te transmets mon adresse mail et tu pourras m'envoyer un mail comme ça. On communique par WhatsApp. Ok. Donc je vais continuer. Donc j'en étais à voilà ce circuit 4 en lien avec le circuit 8. Et c'est par les synchronicités, en fait, par le symbole, les symboles qu'on peut voir dans. Il y a beaucoup de mystiques, d'initiés qui disent que la vie est un champ de symboles et que c'est comme ça qu'on communique avec Dieu en tant que mystique. C'est qu'on va pas entendre une voix dans notre tête, comme certains délirants pourraient dire. Ça, c'est de la totale psychotronie, hein. C'est de la possession aussi au niveau de l'astral. Les gens qui entendent des voix dans leur tête, c'est que soit les rêves, si c'est pas des songes symboliques, hein, si c'est on va dire, fais ci, fais ça avec des images, tu dois faire ça. Ça peut être une grosse manipulation je veux dire, dans le monde du rêve, hein, par des entités qui se nourrissent en fait de notre vitalité. Donc c'est des états de possession, et puis il y en a, ils sont carrément au service de l'antéchrist, hein, à utiliser des technologies pour influencer la conscience des êtres humains. Moi je le connais bien ce côté-là parce que bah voilà euh, j'ai eu une personne de ma famille qui a travaillé les technologies dans l'armée et à un haut degré a créé des brouilleurs de radar pour les avions de chasse. Donc il connaissait bien comment fonctionne une télévision et comment faire de la psychotronie sur les consciences. Voilà, donc Pascal, il en a parlé aussi, il l'a vécu. Moi, je sais que je l'ai vécu dans l'armée, donc ça m'a fait péter un plomb, hein. J'étais en hôpital pendant un moment, pendant 2 mois, et c'était pas que les drogues, hein, c'était la psychotronie à fond. Et je m'en suis remis, et puis avec les soins alternatifs, et puis les accompagnements mystiques traditionnels et initiatiques, moi, je suis sorti de tout ça. Et puis voilà, je suis devenu, après qui je suis maintenant, un enseignant, et puis le côté guérisseur. Et puis bah voilà, c'est par les synchronicités, les symboles, hein, qu'on va avoir ce côté de l'être, hein, en contact avec un potentiel créateur qui va se manifester, hein. On parle de l'Atman qui va se manifester avec je veux dire, le soi supérieur, hein, qu'on voit en Inde, qui se manifeste face de l'ego. Et puis c'est notre conscience comme ça, spirituelle éthérée, hein, qui va nous guider. Et puis après, au-delà de l'Atman, ben, il va avoir le Brahman, hein, c'est Dieu dans cette vision indienne, hein, qui va nous guider au travers ce champ de symboles à modeler notre réalité on va dire, en collaboration, en coopération avec le divin. Et c'est à la juste mesure, hein, pour être juste à sa place et de guider ceux qui sont autour de nous à se manifester dans leur plus pur état d'être et d'être en lien pour créer on va dire une synergie, hein, une synergie, et de le vivre des transformations humaines à un haut niveau de la société. Et c'est pour arriver à un certain degré même de libération. Moi, j'en ai parlé en méditant avec une yogini récemment, avec qui je suis en contact. C'est qu'il y a des civilisations, elles ont disparu du jour au lendemain, ne laissant aucune trace matérielle. C'est comme si elles étaient transmutées, quoi. C'est un peu comme cette transmutation du plomb en or. Bah, l'alchimiste ne cherche pas à faire de l'or, hein. Le but de l'alchimie, c'est de transformer l'or matériel en lumière en passant par l'or philosophal. Donc on a l'or en 24 carats, qui est l'or qu'on voit dans la nature, puis il y a l'or des alchimistes qui est au-delà du 24 carats, hein. C'est un or tellement pur. Dans la Bible, on parlerait peut-être d'oricalque, hein. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas sûr que ça soit ça, mais apparemment, ça serait l'oricalque. C'est un supraconducteur. Donc cet or alchimique, hein, je vous parlais des métaux précieux qui peuvent vivre dans les métamachines, hein, dans les temples des mystères, hein, ce supraconducteur bah, permettait de créer des machines quantiques à changer, à restructurer la réalité. Donc à créer des champs de protection grâce aux métamachines comme les pyramides, et protéger de toutes les influences néfastes le côté
c'est d'après certains écrits, des méditations que j'ai eues, hein, je vous dis, c'est de la spéculation, hein. C'est protéger on va dire, toute la communauté synarchique avec des machines comme ça. Et cette époque, il y a eu des machines qui ont été faites par des mages noirs pour détruire, hein, toute cette réalité. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement avec le graphène. Moi, j'en suis persuadé. C'est que les humains sont des portails organiques qui vont faire manifester l'antéchrist par leur laisser aller et leur petite lumière de vitalité qui leur reste va créer un champ d'énergie, de synergie, à créer un portail énergétique, comme on peut voir dans le film Warcraft, hein, où il y a carrément le bas astral, les trolls qui arrivent dans la réalité matérielle, quoi. Je prends l'image d'un film, hein, mais j'ai l'impression que ça va manifester comme ça. Donc comment le bloquer? C'est d'avoir un point de vue traditionnel, de s'y tenir, de comprendre la gnose, l'ésotérisme, hein, comme dans les études de René Guénon, de manifester cette pureté de compréhension, et aussi cette méditation de manifester ce potentiel créateur ensemble, de manifester un nouveau monde, on va dire, en parallèle de ce monde qui se détruit, quoi. Parce qu'il y en a, c'est foutu, ils vont pas s'en sortir, ils sont déjà condamnés, hein. Je suis désolé de le dire, mais ça, on le voit bien en alchimie traditionnelle, c'est 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers d'âme et 2 tiers d'autre chose. Donc, dans les 2 tiers d'autre chose, moi, je vous laisse voilà, voir dans cette étude qu'est-ce que c'est. Je vais éviter d'être d'être plombant, hein. Donc, oui, je suis sur Telegram. Je vous invite à envoyer un mail et puis on fera le point. Je vous donnerai mes coordonnées. J'ai pas envie de donner mes coordonnées comme ça, WhatsApp, Telegram, comme ça directement. Donc ce côté pouvoir créateur, il y a un côté New Age où la loi de l'attraction, le secret. C'était les premiers livres que j'ai lus avec la prophétie des Andes. Alors c'était très chouette, hein. Je sortais un peu de mon côté œillère, matérialiste que je vivais avec la drogue, le côté mourir à 20 ans en écoutant les Berruriers Noirs. Euh, Donc j'ai lu un peu ces livres, je sortais de l'hôpital, j'ai lu ces livres. Puis après j'ai commencé à avoir les enseignements gnostiques par l'aïkido traditionnel, hein, de Sensei Morei Shiba. Et Morei Shiba, par l'aïkido, m'a permis, avec la médecine chinoise, de me reconnecter à l'ésotérisme et la transmutation de ma colère, hein, en fond, moi, en tant que bélier, parce que je suis bélier à son balance. Donc je suis très feu, et puis j'équilibre avec le côté yoga. Euh, donc, ce côté créateur, hein, de modeler la réalité en associant avec le divin, eh ben, on peut être perturbé à un bout d'un moment. C'est être transparent pour se laisser traverser et être à l'écoute, hein, et être au service de Dieu pour se libérer de son ego. C'est la base. Hein, en tant que mystique, on est là, on écoute les symboles, donc on est au service de Dieu. Et puis en tant que prêtre, en tant que moine, nous donnons, en effaçant notre ego, en étant à l'écoute avec compassion des problèmes des autres. Puis on va avoir des messages comme ça, voilà, un petit symbole, soit par une phrase qui passe comme ça, un livre qu'on ouvre, et puis on peut aider quelqu'un aussi par un chemin traditionnel, une codification. Et c'est dans cette codification très structurée qu'on peut vivre une forme d'état d'hypnose aussi. Et dans cet état d'hypnose, on va avoir des messages subtils qui nous arrivent par des symboles. Hein, on est notre ego et on va dire, hein, c'est comme le fleur de flûte face au serpent. Il y a des pratiques comme ça qui hypnotisent le serpent. C'est quoi? C'est le côté égotique en fait, hein. C'est le dragon, le serpent. Donc c'est les éléments, une fois qu'ils sont maîtrisés, on peut vivre cette quintessence qui nous traverse. Et dans cette quintessence qui nous traverse, cette pierre philosophale qui va se manifester dans notre existence, peut-être à des petits moments de notre vie, hein, chacun, hein, on a tous cette possibilité de le vivre, on va des fois manifester des lumières de génie, hein, un éclair de génie comme on dit, foudroyé par Zeus. La foudroyer, hein, c'est ça foudroie, c'est dans le langage des oiseaux. Euh, Ce côté force,
hein, que peut donner ce circuit 8, c'est la créativité. Hein, cet enfant, quand on est enfant, on va manifester ce côté créateur. On va manifester un univers avec son G.I. Joe, et puis d'un autre côté, sa voiture K2000, et puis on va manifester tout un univers. Ça, c'est le pouvoir créateur. On l'a à l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Hein, on manifeste un enfant, mais aussi on manifeste nos rêves, nos fantasmes. Ça arrive dans notre réalité, on les attire. Et puis Dieu, il nous donne le libre arbitre. Hein. On a le choix toujours de mettre en avant son côté vertueux ou son côté un peu vicieux. Hein. Et ça aide les faiblesses. Ça va être hein, le côté, la relativité absolue hein, face à la créativité et le libre arbitre. Hein, c'est le côté de parler dans l'absolu. C'est le côté obscur de la force. Hein. C'est Anakin qui pète les plombs, quoi. Voilà, il veut sauver sa femme du côté de la mort. Non, mais la mort, elle est inéluctable. On doit passer tous par cette mort. Donc ça, Par contre, Dieu nous permet de renaître. Hein, c'est le côté le phénix en symbolique. Donc on meurt et puis on renaît à soi-même de ses cendres. Donc c'est tous les plus grands initiés sont conscients. Les plus grands prophètes, ils meurent, c'est le baptême du feu, et puis ils renaissent, ils deviennent des prophètes. Donc avec ce circuit 8, hein, il y a le circuit 4, il y a une notion de feedback. Et cette notion de feedback, hein, c'est par exemple de faire un enfant. Hein, l'enfant, voilà, il va appuyer sur tous les boutons, et puis on va devoir faire face à ses responsabilités, c'est-à-dire rester calme, équanime face à notre enfant qui nous fait péter les plombs. Et puis jouer ce rôle de père. Hein. Donc c'est le côté responsabilité. Et puis aussi c'est le soutien renforcé hein, de l'existence de ce circuit 4, hein, d'être conscient avec ce circuit 8, où ça va venir détruire en fait. On va perdre les pédales dans le niveau de nos responsabilités. Ouais, la vie est une maladie en soi. Ouais, il y a la vision du zazen où le corps est un sac d'os, quoi. Moi, je trouve que ça manque un peu de poésie et ça manque un peu de douceur. Moi, j'aime bien cette vision d'alchimie traditionnelle, c'est travail de femme et jeu d'enfant. C'est-à-dire, il faut toute la rigueur du travail, de la rigueur avec la compassion aussi d'une femme. Hein, elle est là à se dépasser pour gérer le foyer. Ouais, c'est dingue. Hein. Des fois, elle fait tout hein, pour je veux dire, le roi. Hein, elle est là à gérer les émotions quand elle va pas bien. Elle est là à écouter. C'est l'impératrice face à l'impérateur, quoi. Et il va y avoir une manifestation en fait du divin entre eux. Hein, on parle de la Shakti en Inde avec Shiva, qui va être connecté à la Shakti suprême, hein, la matrice cosmique. Et ce côté, en fait, le 8, qu'est-ce qu'il peut vivre aussi, c'est des crises aiguës. Donc, tout est relatif à quoi bon, quoi. Donc là, c'est un peu quand même nihiliste, quoi. Donc ça, c'est les stéréotypes hein, du circuit 8, c'est totalement en sous-régime, hein, donc nihiliste, ou en sur-régime, qui est dans le côté ermite dans sa grotte. Il veut voir personne, ou dans son laboratoire, hein, l'alchimiste dingue. Le génie, le démiurge solitaire. Mais le problème, c'est que le yogi qui reste 2000 ans dans sa grotte, c'est un peu comment dire, un, un crackers de Belin. Il perd son cœur, quoi. Il croustille, il y a une micro-vibration qui passe à l'intérieur de lui, mais il explore le cosmos. Et puis, tout ce qu'on retrouve 2000 ans après dans sa grotte, c'est un artefact. Bon, l'artefact est un peu vivant, hein, mais il a peut-être oublié d'être peut-être un bodhisattva. Bon, c'est peut-être une erreur ce que je dis, parce que de ce côté artefact, il va être un intercesseur entre le cosmos et la Terre. Donc, il va devenir une pierre philosophale. Il va manifester le divin au travers son corps, qui va venir dans la matière, dans la grotte. Donc, il va devenir un point rayonnant, et puis ça va manifester un champ de conscience, de transmutation dans la réalité. Voilà, c'est un point de vue. Je vous laisse méditer sur la question.
Voilà, j'ai pas d'autres informations à vous donner sur ce circuit 8, hein. J'ai fait un live, là j'en suis à 1 heure. Waouh, je pensais faire une demi-heure. Mais c'est le circuit 8, hein, on boucle la boucle. Donc je reviens, je fais juste une petite pause de 2 minutes, j'ai soif à parler, je vais me servir un verre. À tout de suite. Bah, merci de votre écoute. Alors si vous avez des questions, je mange un bout, hein, j'ai soif. Ça m'a pompé. Non, je suis plein d'énergie de faire ce live. Euh, alors je remonte les questions. Euh, Pasteline Parvati. Parvati. Intéressant. Je pratique l'Ashtanga Yoga dans la lignée de Krishnamacharya. Et en tant que thérapeute, je me positionne plus du côté de Yangar parce qu'il y a des postures qui m'aident en parallèle des soins de cabinet à donner des structures pédagogiques pour aider l'autre à se transformer dans son corps quand il a des problèmes au niveau corporel. Et alors Jacques Atman. Atam. Atom, pardon, excuse-moi. Meta versus face de book. Ouais. Ouais, il y a des trucs bizarres en ce moment. Alors, comment se reconnecter quelques mois perdu toute réception, c'est le grand silence vibratoire. Eh ben, il y a tellement de psychotronie et puis le déterminisme historique est tellement puissant dans l'hémisphère nord que peut-être qu'il n'y a plus les mêmes fréquences quoi, au niveau spirituel. Ici, en hémisphère sud, je fais des accompagnements tous les jours des Français en Europe. Vous êtes vraiment plombés, hein. En hémisphère sud, c'est beaucoup plus facile à vivre, hein. Je le sens tous les jours. Ouais, je suis vraiment je suis attristé pour ce que vous vivez. Plus ici, on arrive en été et vous arrivez en hiver. C'est pas évident. Les bières noires de Poitiers, toute ma jeunesse. Eh ben, ouais, ouais,
J'ai vécu à Poitiers avant de venir ici, mais je savais pas qu'ils étaient de Poitiers, les Berus. Alors, toujours une prière, ouais. Bah oui, c'est important de prier pour notre ami, pour Pascal. Nicolas, question. Est-ce qu'il vaut mieux savoir ce qui va arriver et en être conscient ou faire l'autruche en sachant qu'au bout c'est l'élimination? Bah, que ce soit en conscience ou inconsciemment, nous mourrons tous. Qu'est-ce que j'aurai à répondre à ça? Bah, de se donner au maximum tous les jours pour mieux se connaître et faire attention où on met les pieds pour mieux aussi aider les autres en fait. Pour pas servir le mal en restant dans l'ignorance. Hmm. Il fait un gris en ce moment. Ouais, c'est la fin de l'hiver, on arrive à la fin de saison de pluie. Ah ok, Pashtelin Kundalini Yoga. Bah, je suis en train de me mettre à des enseignements. J'ai rencontré une yogini qui me partage beaucoup sur le Kundalini Yoga. Donc j'ai vécu des formes de montée de Kundalini plus d'une fois dans ma vie. Donc voilà, ça donne des éveils de conscience, mais ça fait tellement décoller que qu'on a besoin de remettre les pieds sur terre et de prendre de l'iboga et de l'ayahuasca. Ça donne des bonnes racines, hein. Je vous conseille, s'il y a des yogis dans le groupe, faites-vous faire des cures d'iboga ou d'ayahuasca avec une cérémonie traditionnelle. Ça va vous reconnecter à la terre, hein, parce que moi je suis une vraie sport de champignons. Surtout que j'ai pris des champignons à une époque et du LSD, ça m'a pas aidé. Ah, bonsoir Loïc. Merci. Hmm. Pardon, je suis désolé. Euh, En France, vous avez un champignon qui est légal. Bah, l'alcool, ça fait des ancrages, hein. Bah, ça étère, ça. Non, c'est mercuriel, l'alcool. Qu'est-ce qui va ancrer? euh... Les champignons de la minute tu mouche, il y a une cérémonie qui se fait. Normalement, on mélange avec l'alcool et on l'enterre à un lieu particulier qui peut être cosmotellurique à une certaine saison sous terre. Il y a une transmutation alchimique. Et le breuvage, il peut se boire à un moment précis de l'année. C'est vraiment de la sorcellerie, hein, pour vivre une profonde initiation. Iwa, champignon qui pousse sur le blé, donne du LSD. Ouais, il faut le transformer 25 fois le LSD, le champignon de l'ergot de sel. Mais on peut manger aussi l'ergot de sec direct, hein, histoire d'avoir une petite, une petite intoxication alimentaire. Au Moyen-Âge, c'est ce qu'ils vivaient, ça rendait fou les gens. Nicolas, 20h23, question. Ah, je comprends pas. Donc voilà, je vois que vous n'avez pas forcément plus de questions. Moi, j'ai un autre rendez-vous après, donc je vous propose de. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous dis à bientôt, hein, pour un autre live. Et puis voilà, si personne veut monter aussi sur le StreamYard, hein, j'ai pas reproposé, mais c'est possible. Le champignon tue-mouche pousse partout autour de chez moi. Ouais, alors on peut le faire cuire, mais aussi on peut le faire manger par des rennes et boire l'urine des rennes. Si vous avez des rennes à côté de chez vous. C'est ce qu'ils faisaient dans les chamans dans la forêt euh, vers la Russie, là. Donc, bah, je vous dis à bientôt, hein, si vous n'avez pas d'autres questions, parce que je dois. Ouais, bonsoir Nathalie. Je vais prendre un autre rendez-vous après, et puis je ferai un autre live sur le yoga traditionnel ou l'alchimie aussi, hein. Je ferai des petites
des petits modules comme ça, des capsules. À bientôt les amis.